Madame la conseillère d'État, qui va nous rejoindre, je l'espère, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration cantonale, Mesdames et Messieurs les représentants des fondations, Monsieur le professeur, cher Olivier, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, quel plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver ce soir, si nombreuses et si nombreux, pour l'ouverture traditionnelle du semestre universitaire, le 18e semestre que j'ai le privilège d'ouvrir depuis 2015. C'est un vrai bonheur. Et c'est un plaisir tout particulier de le faire ce soir avec la conférence qui sera donnée tout à l'heure par le professeur Olivier Miquelin, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'Olivier va nous parler de ce que l'intelligence artificielle peut apporter concrètement dans les dossiers des traitements de cancer. Un traitement qui pourra être dorénavant personnalisé au profil de chaque patiente et chaque patient, ce que l'on appelle parfois la médecine personnalisée. Même si un doyen m'a plusieurs fois rappelé, ce n'était pas Antoine, mais un ancien doyen m'a souvent rappelé que la médecine était toujours personnalisée. Et vous en conviendrez, le sujet de cette conférence démontre, si besoin était, que notre université est à l'écoute des besoins de la société pour apporter des réponses très concrètes aux défis qu'elle doit affronter. C'est un devoir profondément ancré dans notre ADN, celui d'une université étroitement imbriquée dans la cité qui la soutient. D'autre part, la conférence donnée par le professeur Miquelin nous permet aussi de mettre en lumière toutes les recherches menées aujourd'hui dans notre université grâce au numérique et aux instruments que nous donne l'intelligence artificielle générative. Que ce soit dans le domaine des sciences de la vie, de la physique, des sciences de la Terre, de l'astronomie, mais aussi des sciences humaines, dans le champ par exemple des humanités numériques, du droit du numérique, sans omettre aussi la théologie. Il vous aura sans doute frappé dernièrement que la presse s'est fait l'écho d'un doctorat de la faculté de théologie qui porte justement sur ce sujet de la recherche dans le domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle. Au-delà de la recherche, c'est aussi l'occasion de mettre en évidence les nouvelles formations que nous avons initiées pour permettre à l'ensemble de notre communauté estudiantine d'être formés aux outils de l'intelligence artificielle et des instruments du numérique. Nous avons innové au niveau de l'enseignement en offrant en particulier un nouveau bachelor en sciences computationnelles, décliné en plusieurs orientations, en biologie et en sciences de la Terre et de l'environnement, avec d'autres orientations qui prochainement vont être mises en ligne et à disposition des étudiants dans le domaine des relations internationales avec le Global Studies Institute. Nous avons également innové avec un programme Bootstrap qui est destiné aux collégiennes du canton de Genève qui s'intéressent à l'informatique et qui peuvent désormais suivre des cours à l'université en anticipation de leurs études futures. Nous avons innové en mettant en place une plateforme en ligne Make It Easy, Make IT Easy, accessible à toute la communauté universitaire qui permet très facilement de faire le bilan de ses propres compétences numériques et de les développer grâce aux cours qui sont ensuite offerts en ligne ou en présentiel pour toutes les personnes qui souhaitent précisément combler des éventuelles lacunes qu'ils auraient dans ce domaine. Nous avons innové finalement en créant un guide de l'intelligence artificielle générative à l'intention de tous les membres du personnel administratif et technique qui seront de plus en plus confrontés à l'usage de ces instruments dans leurs activités quotidiennes. Et en ce sens, je pense que l'Université de Genève a créé un guide qui pourra être sans doute utile à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, qui seront demain confrontées aussi au même type de questions. Last but not least, je suis heureux et fier d'ouvrir ce semestre de printemps avec le professeur Miquelin, dont la modestie souffrira du fait que je vais révéler ce soir un secret bien gardé. Oui, mesdames et messieurs, Olivier fait partie, selon le Web of Science, des 1% des chercheurs et des chercheuses les plus cités au monde. Ce faisant, il est un peu responsable du fait que notre université occupe aujourd'hui la 49e place du classement de Shanghai, juste derrière le PFZ. Ce n'est pas un objectif en soi, je l'ai souvent rappelé, mais pour ma dernière leçon, je ne pouvais pas me priver de ce plaisir et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Mais vous n'êtes pas là pour entendre le recteur, vous êtes bien là pour entendre Olivier Miquelin. Et sans plus attendre, je passe maintenant la parole au doyen de la faculté de médecine, le professeur Antoine Gazibulaire. Je souhaite une excellente conférence, une excellente soirée et je salue la présence parmi nous de la conseillère d'État. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, cher professeur Michéline, j'avais fait l'erreur la dernière fois. Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde, et derrière ce terme générique de cancer se cachent en fait des milliers de maladies différentes, et plus la science progresse, plus on en découvre, et plus on développe de traitements différents pour essayer de les soigner. Alors, pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, pour essayer d'assurer à chaque patiente et à chaque patient un diagnostic précis et proposer le traitement le plus efficace, il faut développer de nouvelles approches, celles de l'oncologie de précision. Et pour cela, il faut des compétences multiples, non seulement de l'intelligence artificielle, mais beaucoup d'intelligence humaine. Et ce sont celles que maîtrise notre orateur du jour. En effet, Olivier Michéline est titulaire d'un master en physique de l'EPFL ainsi que d'un diplôme fédéral de médecin obtenu à l'Université de Lausanne en 1997. Il rejoint ensuite le laboratoire de Martin Karplus, futur lauréat du prix Nobel de chimie 2013, aux universités de Harvard et de Strasbourg, où il travaille sur la modélisation de récepteurs cellulaires et obtient un MD-PhD en 2001. De retour en Suisse, il rejoint l'Institut suisse de bioinformatique, le SIB, en tant que chef de groupe dans le domaine de la modélisation moléculaire. Parallèlement, il se forme en oncologie médicale au CHUV. Il est nommé professeur assistant à la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne en 2004, puis professeur associé en 2011, puis professeur ordinaire en 2019. Au sein du CHUV, il sera successivement responsable de la clinique du mélanome, médecin adjoint au Centre pluridisciplinaire d'oncologie, puis en 2016, médecin-chef du Centre d'oncologie de précision. Dès 2017, il initie, avec ses collègues des hôpitaux universitaires de Genève et du CHUV, un tumor board moléculaire conjoint entre Genève et Vaud, c'est-à-dire une plateforme clinique multidisciplinaire de discussion et d'interprétation des données moléculaires complexes pour faciliter l'élaboration d'un consensus pour définir la meilleure prise en charge des patientes et des patients. Spécialiste de l'oncologie de précision, Olivier Michéline allie en effet recherche fondamentale et clinique afin notamment d'intégrer les données dites multi-omiques pour déterminer le traitement optimal pour chaque malade et développer de nouvelles immunothérapies et autres traitements. En octobre 2022, il est nommé professeur ordinaire au département de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Genève et chef du département d'oncologie des hôpitaux universitaires de Genève. Il prend également la tête du nouveau service d'oncologie de précision des HUG et la vice-coordination du Centre de recherche transnationnelle en oncohématologie à la faculté de médecine de l'université, en collaboration avec son compère, le professeur Michael Pittet. Il est aussi nommé co-directeur du Centre suisse du cancer de l'arc lémanique et co-dirige avec le professeur Bonnen-Miller de Zurich l'ambitieux programme national d'oncologie de précision qui vise à fédérer des données de personnes atteintes du cancer, et ce, au niveau de toute la Suisse, afin d'augmenter la capacité d'effectuer une recherche de qualité. On l'a déjà dit, mais puisque le professeur Michéline aime particulièrement les données et les chiffres, rappelons qu'il est effectivement, encore cette fois cette année, selon le Web of Science, dans le top 1% des chercheurs les plus cités au monde, toutes disciplines scientifiques confondues. Mais au-delà de ces chiffres, et même si ceci explique probablement cela, Olivier Michéline est avant tout une véritable machine à tisser des liens, à explorer de nouvelles opportunités de collaboration interdisciplinaire, à croire en l'intelligence collective et à créer des synergies innovantes, et cela avec une générosité et un enthousiasme qui sont tout simplement exemplaires. Professeur Michéline, cher Olivier, nous nous réjouissons de t'entendre pour cette leçon d'ouverture du semestre de printemps. Madame la conseillère d'État, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, c'est vraiment un énorme plaisir pour moi et une grande émotion que de pouvoir participer à cette leçon d'ouverture du semestre de printemps. Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que
Je suis un Genevois d'adoption toute récente, une année, et j'ai pu vraiment commencer à découvrir l'Université de Genève avec énormément de bonheur. Il y a un esprit d'innovation, un professionnalisme qui m'a absolument époustouflé. Je suis extrêmement heureux de pouvoir travailler dans cet environnement. Je suis aussi extrêmement heureux d'être avec vous ce soir parce que je pense que la médecine de précision et peut-être tout particulièrement l'oncologie de précision génère énormément de données et crée un terreau dans lequel des collaborations peuvent démarrer. Je pense qu'il y a énormément de départements, de groupes de l'Université de Genève avec lesquels on aimerait travailler, avec lesquels on ne travaille pas encore. Et j'espère pendant cette leçon vous montrer le genre de problème auquel on est confronté et puis essayer de solliciter ou de lancer des idées de collaboration plus larges encore au sein de l'Université de Genève. Donc l'oncologie de précision, comme vous allez le voir, a besoin d'énormément de données et on va, pendant ces 45 minutes passées ensemble, voir comment on génère ces données et puis comment on les utilise pour réaliser le rêve qu'on a tous en tête, c'est d'arriver vraiment à passer de ces données directement à une prise en charge personnalisée des patients pour augmenter leur survie et on espère leur taux de guérison. Alors, pour commencer par le début, qu'est-ce que le cancer ? Vous savez qu'on est tous composés de nombreuses cellules. Malheureusement, ces cellules peuvent parfois arriver à avoir des mutations et amener à un comportement dérégulé. On a maintenant des projections sur le cancer qui sont extrêmement impressionnantes. À l'heure actuelle, en 2023, on a un homme sur 2 et une femme sur 3 qui vont être, pendant leur vie, atteintes de cancer. Ces chiffres vont augmenter sous l'effet du vieillissement de la population et de plus, la survie des patients augmente, ce qui est bien sûr une excellente nouvelle, mais toutefois, ces deux facteurs confondus vont amener à un nombre de patients sous traitement dans nos unités, au HUG et dans les unités de toutes les grandes villes, à un doublement de la population sous traitement. De 2023 à 2040, on va doubler les patients dont on doit prendre charge. Et clairement, il faut adapter les structures, il faut être capable dès maintenant de préparer le terrain pour pouvoir anticiper cette vague et continuer à traiter les patients de la meilleure manière possible. Alors, un cancer, c'est une maladie des gènes, c'est une maladie des cellules. On parlait de ces cellules qui nous composent. On a actuellement, en fait, 37 milliards de cellules. Et ces cellules sont extrêmement finement régulées. Elles doivent, par exemple, répondre à des signaux qui leur disent d'arrêter de se diviser parce que le tissu a atteint la taille normale, que la réparation tissulaire s'est faite. Mais quand on a 37 milliards de cellules, le risque qu'une de ces cellules fasse une erreur de copie de son matériel génétique devient extrêmement important. Et vous voyez ici que la cellule tumorale a, j'ai mis ici un petit point rouge, une mutation, c'est une anomalie qui est dans l'ADN, dans le bagage génétique, et qui se traduit dans une transformation d'une des protéines de la cellule. Et en fait, ces mutations peuvent arriver avec des agents qui favorisent, comme le tabac, l'exposition aux UV pour le mélanome, le tabac pour le cancer du poumon. Et malheureusement, souvent, ce sont des éléments aléatoires. Et on n'a encore peut-être pas trouvé certains des mécanismes qui amènent à ces mutations. Lorsque cette mutation est malheureusement au mauvais endroit, ça peut amener ce comportement tumoral, à savoir une croissance dérégulée, qui jusqu'à un certain stade peut se passer de manière autonome, mais qui, à partir d'une certaine taille, nécessite, et ça c'est des découvertes relativement récentes, d'engager les cellules saines qui sont autour des cellules cancéreuses. Vous voyez par exemple ici des vaisseaux sanguins que j'ai représentés. À partir d'une certaine taille, il faut que la tumeur ait la capacité d'induire la formation de vaisseaux pour arriver à obtenir de l'oxygène, du glucose et tout ce qu'il lui faut pour survivre. Une fois que la maladie est en place, malheureusement, le grand risque pour le patient, c'est la métastatisation, c'est le fait que ces cellules aillent migrer ailleurs, et c'est très souvent ce qui est à l'origine du décès du patient. En parallèle de cette évolution, il y a un système qui surveille ces transformations, qui est le système immunitaire. Et vous voyez ici que cette mutation, en fait, on la retrouve ici, vue par le lymphocyte du système immunitaire. Et on sait que le système immunitaire est capable de détruire des cellules cancéreuses qui ont des mutations particulières très tôt.
Mais malheureusement, lorsqu'on arrive à une tumeur d'une certaine taille, on sait que fatalement, la tumeur a réussi à contourner le système immunitaire, à trouver des moyens d'échappement. Donc maintenant, on pense différemment au cancer. On pense au cancer comme étant un organe illégal qui a réussi à échapper au système immunitaire. Et cette manière de repenser l'oncologie change les opportunités thérapeutiques et la manière dont on fait de la recherche autour du cancer. Pour illustrer cela, j'aimerais vous montrer l'évolution de la prise en charge du cancer du poumon comme un des exemples. Le cancer du poumon, initialement, était traité comme une maladie d'organes, c'est-à-dire que tous les cancers du poumon étaient plus ou moins les mêmes vis-à-vis des traitements qu'on proposait. Une chimiothérapie unique avec des taux de réponse assez décevants et une survie relativement limitée, malheureusement. Les compétences nécessaires pour cette prise en charge initiale se limitaient alors au pathologue qui regarde la coupe et qui peut dire voilà, c'est un cancer du poumon, et l'oncologue pour le traitement. On a fait un pas de plus en essayant de caractériser, vous voyez en bleu ici certains patients, pour la présence d'un certain sous-type pathologique. Donc en regardant sous le microscope, on se rend compte que la tumeur est un peu différente d'autres tumeurs. On a pu classer les tumeurs de différentes manières. Lorsqu'on tient compte de ces sous-types histologiques, on arrive à monter les taux de réponse de manière un peu marginale et on n'a encore pas réussi à vraiment percer la barrière des réponses qu'on aimerait obtenir. Ensuite, lorsqu'on a pu commencer à comprendre mieux la biologie des cellules cancéreuses, on a pu comprendre quelles étaient ces mutations qui étaient responsables du comportement anormal du tissu. Et on a pu définir certaines mutations. On ne va pas du tout s'intéresser au nom de ces mutations, mais juste faire attention à leur fréquence, 15%, 4%, 2%. Donc on voit que c'est des événements relativement rares et on comprend tout de suite que si on veut pouvoir fournir des possibilités de traitement aux patients, il faut étudier beaucoup de ces mutations en même temps. C'est le début de cette omique, la génomique, où on va séquencer non pas un gène, mais plusieurs gènes, avec l'espoir d'aller trouver plusieurs cibles pour lesquelles on peut venir en aide aux patients. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce processus a continué et on est au point maintenant où pour un patient, on est capable de faire la génomique complète, la transcriptomique complète, la protéomique, et on génère un set de données qui est absolument énorme. Et le corollaire de cela, c'est que le patient devient unique. C'est-à-dire que plus le dataset devient grand, plus la probabilité qu'un patient ait exactement les mêmes données qu'un autre devient faible. Et on a passé ce cap. Et c'est pour ça que l'oncologie de précision devient importante, parce qu'il faut repenser la manière même dont on peut faire certains essais cliniques. Alors on va continuer à faire des essais cliniques comme on les a fait, mais il y a peut-être une autre manière de travailler, et je reviendrai là-dessus sous peu. Alors évidemment, l'espoir ici, c'est d'arriver à des taux de réponse beaucoup plus élevés. Le prix à payer, c'est bien sûr l'analyse de données extrêmement larges. La science des données devient incontournable, l'intelligence artificielle devient incontournable. Pour vous donner un ordre d'idée, on passe de, en gros, aucune donnée à plus de 2000 gigabytes, 2 terabytes de données, c'est l'équivalent d'un ordinateur pour un patient. Donc on se rend compte qu'il y a une transition maintenant qui est en train de se réaliser, qui fait que l'intelligence artificielle est une nécessité. C'est uniquement grâce à cela, ou la science des données, qu'on va pouvoir faire sens de ce faisceau de données énorme. Et il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'analyse des données de monde réel. Lorsqu'on traite des patients dans les hôpitaux universitaires de Genève, par exemple, on a des patients qui sont relativement hétérogènes, qui ont des maladies qui se présentent dans différentes régions, on a différentes mutations. Et c'est sûr que pour étudier un problème, une question, on doit restreindre cette variabilité. Et les études cliniques, en général, ont des critères d'inclusion et d'exclusion, de manière à ce que l'échantillon ait une variabilité la plus faible possible, ce qui nous permet d'utiliser toutes les techniques de randomisation et d'analyse de statistiques standards et de pouvoir conclure, par exemple ici, que le traitement expérimental en orange est le meilleur pour ces patients. On ramène ensuite cette information aux patients de l'étude et à ce niveau-là, il n'y a aucun problème méthodologique, on a vraiment une assurance que ces patients, effectivement, vont bénéficier du traitement orange. Le problème survient lorsqu'on ramène cette même information
aux données, aux patients réels dont on dispose dans les hôpitaux et dont on doit prendre soin. Et en fait, la question est la suivante. La plupart des patients ici ne satisfont pas exactement les critères d'inclusion et parfois pas du tout. Et c'est une grande proportion de ces patients qui ne satisfont pas ces critères. Donc la question vient maintenant, peut-on exploiter directement les données qu'on appelle de vie réelle, non pas pour être en compétition avec les essais cliniques, mais vraiment pour les complémenter, pour amener une information supplémentaire. Et là, on a la chance d'avoir la digitalisation, qui d'ailleurs est un des mottos maintenant de l'Université de Genève et des HUG, la digitalisation qui nous permet d'aller explorer des données de monde réel et de pouvoir ainsi donner des informations complémentaires qui nous aident à prendre en charge les patients hors du critère strict des essais cliniques. Et là, à nouveau, l'intelligence artificielle est absolument nécessaire pour aller de l'avant. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour appliquer ces méthodes ? Tout au long de cet exposé, j'aimerais illustrer le propos avec un cas qui est un patient que j'avais traité il y a un peu plus de 4 ans. C'est un mélanome métastatique. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont en fait des métastases du mélanome, que vous voyez tous ces points noirs. Donc vous voyez une situation extrêmement avancée qui en plus évolue rapidement. Et la question se pose, comment prendre en charge un tel patient ? On a fait une biopsie de la tumeur, on a extrait l'ADN, on a séquencé et on a trouvé effectivement une mutation qu'on pouvait utiliser et on a des médicaments qui marchent extrêmement bien, qui ont une chance très élevée de faire fondre une maladie comme ça rapidement. Et c'est pourtant pas comme ça qu'on a traité ce patient. Pourquoi ça ? Parce qu'on sait que ces thérapies ont un risque de récidive élevé. À la place, on a décidé de prendre l'approche de l'immunothérapie, c'est-à-dire de regarder comment le système immunitaire a réagi face à ces mutations qui sont des antigènes. En fait, les mutations sont vues par le système immunitaire, armées par des cellules espions qui prennent ces mutations et puis qui ensuite sélectionnent des globules blancs, des lymphocytes spécifiques qui vont patrouiller et retourner à la tumeur pour la détruire. Et cette boucle est extrêmement efficace, elle nous protège probablement d'énormément de cancers, mais dans les cancers qui apparaissent macroscopiquement au niveau clinique, elle est prise en défaut. Et l'immunothérapie est une manière de venir restaurer la capacité du système immunitaire à reprendre le dessus sur le cancer. Alors, il y a plusieurs types d'immunothérapie. On peut parler de vaccination, de thérapie cellulaire ou de checkpoint, qui sont des anticorps qui vont se coller au bon endroit sur les lymphocytes ou à d'autres endroits pour aider le lymphocyte à être reprogrammé dans la bonne direction. Et cette dualité entre un type de thérapie et l'autre, c'est quelque chose auquel on est confronté tout le temps en oncologie. Et la science des données commence à nous amener des solutions sur comment faire la priorité des traitements. Je vous montrerai donc au cours de cet exposé comment certaines des données qu'on commence à générer nous aident à résoudre ce genre de dilemme. Alors chez ce patient, on a fait effectivement une immunothérapie et vous pouvez voir qu'en 3 mois, on a obtenu une réponse complète ou quasi complète. Il reste ici une petite lésion qui, quelques mois plus tard, a complètement disparu. Ce patient a donc répondu parfaitement au traitement et la question c'est de se dire qu'est-ce qui va advenir dans le futur ? Eh bien le futur, en fait, il est le suivant, à peu près 50% des patients vont rester sur cette courbe de réponse sur le long terme dans le mélanome métastatique. C'est malheureusement pas aussi bon dans d'autres types de cancers, mais on voit qu'on a réussi probablement maintenant à guérir 50% de maladies aussi avancées que celle-ci. Et ça, c'est révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas possible il y a encore quelques années. On sait maintenant que la courbe de survie des patients ici est la même que la population non malade, donc on a vraiment guéri une fraction très importante des patients. Malheureusement, il y a toujours 50% des patients qu'on n'a pas guéris. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut prédire si le patient va être guéri, oui ou non ? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce qu'évidemment, si on arrive à dire que ce patient ne va pas être guéri par ce traitement, il faut, dès le début, entamer une autre stratégie thérapeutique. Donc la question, c'est maintenant comment amener la personnalisation, la précision, pour qu'on arrive à monter cette barre. Alors, quel est le concept de la personnalisation ? Je vous l'illustre ici avec un ensemble de patients non sélectionnés.
chez qui on donne un traitement, par exemple une immunothérapie ou une thérapie ciblée ou une chimiothérapie, et on voit l'effet moyen de ce traitement, avec certains patients qui vont répondre longtemps, malheureusement une petite fraction, peut-être 20-30%. Et l'idée est de se dire, est-ce qu'on peut se doter d'un stylo magique? Et ce stylo magique, il nous dit, voilà, on n'a pas des patients qui sont tous gris, on a des patients bleus, on a des patients verts, on a des patients oranges. Et à quoi ça sert? Peut-être à les regrouper sur des bases complexes. Cette couleur orange, c'est probablement un ensemble de données très complexes, mais qui nous permettent d'identifier un ensemble de patients qui va répondre extrêmement bien au traitement A. Donc on voit maintenant la courbe de survie de ces patients sous le traitement A qui est excellente. Maintenant, que faire des patients B? Par définition, les patients bleus ont une très mauvaise survie sous le traitement A, par définition, puisque sinon ils feraient partie du groupe orange. Et en fait, ces patients, on pense avoir pour eux un autre traitement, le traitement B, et ainsi de suite, un autre traitement à la carte, un traitement C pour les patients verts. Donc on voit qu'on arrive maintenant à stratifier la population avec un traitement à la carte pour chaque groupe de patients, qui nous fait passer d'une survie moyenne qui n'était pas bonne à individuellement pour chacun de ces groupes une survie qui est excellente. Alors ça, c'est bien sûr le rêve, c'est ce qu'on aimerait faire. On commence à avoir les premières prémices, les premières bribes de cet assignement, comment faire pour mettre le patient dans la bonne boîte. Et c'est un peu ce que j'aimerais vous montrer pendant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Comment est-ce qu'on peut déterminer si le patient est orange, vert ou bleu? Et la couleur de la tumeur du patient dépend vraiment de la biologie intrinsèque de la tumeur. Et là, je reprends ce cycle de l'immunité dont on avait parlé, qui est une vision extrêmement simplifiée de comment le système immunitaire doit agir contre la tumeur, pour vous montrer qu'il y a énormément d'autres acteurs. Il y a d'autres types de cellules du système immunitaire, et il y a aussi des cellules saines, comme on a vu il y a un instant, des vaisseaux et d'autres types de cellules. Et en fait, toutes ces cellules régulent, modulent, modifient la manière dont les lymphocytes interagissent avec la tumeur. Et on sait maintenant, et c'est notamment des travaux du professeur Pittet qui est ici, que certaines de ces cellules vont empêcher fortement le système immunitaire de faire son travail. Alors pour les étudier, on peut séparer maintenant ces cellules en différents groupes. Les cellules tumorales d'abord, qui sont bien sûr le problème initial, qui sont instables, qui ont ces mutations, qu'on peut bien sûr essayer de cibler directement. Mais on peut aussi essayer de travailler directement sur les cellules immunitaires. Par exemple, essayer d'enlever des macrophages ou des neutrophiles, ou essayer d'augmenter certaines populations qui nous aident à contrôler la tumeur. Donc ça, c'est toutes des thérapies qui sont en développement. On peut aussi essayer de travailler sur les cellules non immunitaires. Chaque fois qu'on a ce travail de catégorisation, de dichotomie, il faut être toujours très prudent à ramener l'action thérapeutique dans l'ensemble, dans l'homéostasie, dans la biologie complète du système. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est un système en interaction forte. Les vaisseaux, par exemple, bloquer les vaisseaux va avoir un impact aussi sur les immunothérapies, sur toutes sortes d'autres composants de la biologie de la tumeur. Donc, clairement, il faut à la fin réintégrer tout ça. Et on a aujourd'hui des capacités de faire ça grâce à des nouvelles techniques d'imagerie. On voit ici une coupe de pathologie avec une coloration standard qui nous montre, qu'on appelle HNE, qui nous montre la morphologie, vraiment la forme des cellules. Et on peut maintenant, sur la base de ces coupes, aussi faire des colorations extrêmement spécifiques de gènes, de protéines, de toutes sortes de composantes essentielles à la biologie de la tumeur. Et ces données ici sont d'une richesse incroyable. On a certaines images ici qui font jusqu'à 50 gigabytes de données, donc on a vraiment des énormes sets de données, et là, à nouveau, l'intelligence artificielle nous aide de manière essentielle à essayer de faire sens de ces données. Donc la clé de la personnalisation probablement passe aussi par la compréhension de cette architecture tissulaire et du dialogue entre les cellules pour résister à nos traitements ou pour croître. Alors avec ça, je vais tourner quelques instants sur l'intelligence artificielle et
comment l'intelligence artificielle nous vient en aide concrètement en oncologie. Et pour commencer, j'aimerais vous dire dans quel contexte on l'utilise. Il s'agit évidemment de l'oncologie de précision. L'oncologie de précision, c'est une nouvelle science qui est en train d'émerger, qui se place après l'échec des traitements standards en oncologie. On a très bien défini en oncologie les premières lignes de traitement. On a des études prospectives qui nous permettent de savoir quelle est la meilleure prise en charge. Mais rapidement, on se trouve, malheureusement pour les patients en échec thérapeutique, avec peu de données sur lesquelles s'appuyer. Et c'est là que les données, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle majeur pour nous guider dans les lignes 3, 4, 5 et suivantes. Et là, il faut emmagasiner toutes les données dont je vous ai parlé, la génomique, la transcriptomique, les images qu'on vient de voir à l'instant, et puis mettre sur pied un team interdisciplinaire avec des biologistes, des pathologues, des informaticiens, des spécialistes de la science des données, toutes ces personnes, bien sûr des oncologues, toutes ces personnes pour finalement faire une proposition de traitement innovant aux patients. Et là, à nouveau, on voit que l'intelligence artificielle est absolument essentielle. Donc les données sont vraiment au centre. Et c'est en fait un nouveau paradigme pour la recherche en général, où on ne passe plus d'une hypothèse qu'on veut vérifier expérimentalement et infirmer ou vérifier pour avoir une conclusion. En fait, on part directement des données. En fait, on utilise les données pour faire ce qu'on appelle du data mining, aller rechercher dans les données, formuler une hypothèse et ensuite utiliser l'hypothèse pour retourner dans les données. Et ça, c'est un nouveau cycle qui est en train d'apparaître et qui est extrêmement efficace parce que ça permet d'avoir une approche non biaisée et aller vraiment chercher de l'information dans les données. Il faut bien sûr ensuite avoir des données de validation qui nous permettent de prouver que ce qu'on a vu ici dans ce cycle est réel dans des données qui n'ont pas été utilisées pour entraîner l'algorithme et finalement on arrive à une conclusion. Alors, on a parlé beaucoup ces derniers temps de réseaux de neurones pour une bonne raison. C'est probablement l'architecture en sciences des données qui est la plus à même d'apprendre à partir de données. Alors là, je vous ai fait un petit exemple de réseau de neurones. On a à gauche des neurones qui sont les neurones d'entrée, à droite les neurones de sortie, puis au milieu une couche cachée. Et en fait, ces neurones ont une architecture, une topologie qui ressemble au cerveau humain, mais qui est bien sûr une modélisation. Il s'agit ici d'équations qui disent comment les neurones travaillent entre eux. Mais on est capable d'entraîner ces réseaux. Vous voyez ici un petit exemple, c'est vraiment illustratif, mais on entraîne ce réseau où les neurones d'input voient un chien, un chat, et puis à la fin, on l'entraîne en disant voilà, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et ensuite, il est capable, sur une nouvelle image, de dire voilà, j'ai reconnu un chien, j'ai reconnu un chat. En 2012, c'est une date extrêmement importante, il y a eu une révolution parce qu'on a compris que plus le réseau de neurones était grand, plus il était capable d'accomplir des tâches complexes. Donc on est passé à des analyses d'images qui sont vraiment un problème extrêmement complexe pour un ordinateur, analyse de langage et puis les analyses de données multidimensionnelles qui est ce qui nous intéresse vraiment là en oncologie. Mais donc la taille du réseau de neurones est déterminante. Et pour illustrer cela, je vous ai fait un petit exemple que j'espère illustratif, en prenant ici comme input, donc ce qu'on donne au réseau de neurones, des droites qui, vous le voyez, séparent le plan en deux, de manière verticale ou horizontale. Et le but pour le réseau de neurones, c'est d'arriver à séparer des points qu'on lui donne, ici les points orange, des points bleus. On veut que le réseau de neurones arrive à assembler les inputs de manière à séparer au mieux les points qu'on lui donne. Alors vous voyez ici le réseau de neurones qui commence à travailler et puis l'épaisseur des traits ici correspond à l'importance de ce neurone pour la solution finale. Et vous voyez qu'en fait ici, il a combiné les inputs pour faire deux droites qui sont diagonales, qu'il assemble ensuite pour trouver une courbe, une droite en fait, qui sépare parfaitement les points. Donc là, le réseau de neurones a été capable de résoudre le problème de manière extrêmement rapide et efficace. Et vous voyez qu'il y a très peu de neurones, il n'y a que juste 2 neurones. Maintenant, on va lui donner un problème plus compliqué. On va lui demander de séparer ces points qui ont une distribution radiale. Et là, évidemment, le problème est trop complexe pour lui. Il n'y a pas de solution de droite avec son espace de recherche qui lui permet de résoudre le problème. Donc, l'algorithme va tricoter, l'optimisation n'arrive pas, et finalement, on n'arrive pas à trouver une bonne solution. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin ? Eh bien, en rajoutant
2 neurones dans la couche intermédiaire ici. Alors si on fait ça, vous allez voir que l'algorithme réussit à trouver une solution qui est parfaite en très très peu de temps. Vous voyez qu'en fait, il a réussi à construire un triangle, et le triangle, il l'a fait en combinant des droites diagonales que je vous montre ici, une quasiment verticale et ces deux-là. Et triangle, 3 côtés, en fait, il avait besoin que de 3 neurones. Donc le neurone ici, le quatrième, enfin le deuxième dans la liste, mais un des 4 qui ont été utilisés, n'est pas sollicité pour cette solution-là. Donc en fait, l'algorithme a été capable de s'adapter, de trouver qu'il lui fallait un neurone de plus, et le neurone supplémentaire qui n'était pas utile, il ne l'a pas utilisé. Donc là, on voit qu'on a vraiment un changement massif de capacité en passant de 2 neurones à 3 neurones. Alors maintenant, si je vous dis que ChatGPT a 173 milliards de paramètres, donc probablement de l'ordre de 80 milliards de neurones, si on peut appeler ça comme ça, on comprend à quel point ces systèmes sont capables de comprendre, sont capables de disséquer des problèmes complexes et sont capables peut-être de nous venir en aide sur des problèmes dont on n'avait même pas imaginé pouvoir se servir de l'ordinateur pour essayer de résoudre ça. Alors effectivement, on a maintenant à peu près de l'ordre de 80-100 milliards de neurones, et c'est à peu près le nombre de neurones dont on dispose dans le cerveau humain. Donc on commence à être dans des chiffres comparables. C'est des neurones beaucoup plus simples, il y a moins de connexions, il n'y a pas de comparaison, mais disons, on voit qu'on arrive à des chiffres qui sont assez importants. La version 4 va avoir un trillion, donc on est déjà en train de monter. Et puis ce qui est impressionnant, c'est l'évolution de la performance. GPT 3.5 était dans les 10 moins bons à l'examen du barreau, 10% des moins bons élèves au barreau aux États-Unis, mais il passait l'examen. GPT 4 est dans le top 10%. Et ça, c'est GPT 4. GPT 5 arrive dans peu de temps. Et puis, dans quelques années, on sera à GPT 18. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc, on se rend compte que là, il y a vraiment une évolution qui est absolument incroyable. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce que ces réseaux de neurones peuvent faire pour l'oncologie? Alors là, j'ai inventé une petite histoire, bien sûr, hors de question d'envoyer des vraies données de patients sur ces serveurs, mais si on invente une histoire d'un mélanome avec une certaine profondeur, avec un ganglion sentinelle qui est positif, c'est le premier relais, c'est un signe d'avancée de la maladie. Et puis, j'ai mis un petit piège en disant, voilà, sur l'IRM du cerveau, il y a une lésion suspecte. On ne sait pas, est-ce que c'est une métastase ou est-ce que c'est autre chose? Quel est le stade de la maladie? Et voyez ici que ChatGPT 3.5 s'en sort très bien. Si la lésion cérébrale est confirmée, le stade serait considéré comme un stade 4, ce qui est parfaitement exact. Par contre, il est tout faux sur le stade initial. Si le ganglion n'est pas atteint, si la métastase cérébrale n'est pas présente, à ce moment-là, ce serait un stade 1 ou 2, ce qui est faux parce qu'il y a une atteinte du ganglion, c'est déjà un stade 3. Donc ça, c'est un petit peu des nomenclatures d'oncologues, mais ça montre que là, la réponse n'est pas parfaite. Alors si on passe maintenant à GPT-4, bien, il fait tout juste. Il fait juste sur le stade de la tumeur, il fait juste sur l'évaluation du sentinelle, il décrit les choses parfaitement, et puis il dit, voilà, si la lésion est effectivement une métastase cérébrale, à ce moment-là c'est un stade 4, sinon c'est un stade 3, et ça c'est la version résumée, mais on peut même l'interroger plus, et il va nous donner plus de détails. Donc c'est relativement impressionnant, surtout quand on sait que les GPT n'ont pas été entraînés pour la médecine en particulier. Donc on voit qu'il commence à y avoir une certaine performance. Ce ne sont pas des modèles cognitifs. ChatGPT ne comprend pas ce qu'il nous écrit, donc il faut bien se rester extrêmement prudent, mais ça montre que c'est des outils qui commencent à devenir vraiment intéressants et qui continuent à évoluer de manière spectaculaire. Je pense que vous avez tous vu il y a une dizaine de jours l'annonce de Sora, qui est le nouveau outil d'OpenAI et qui maintenant répond à des questions qu'on lui donne de manière textuelle. Donc si on tape ceci, j'aimerais une portée de chiot Golden Retriever jouant dans la neige dans Sora, eh bien il sort sans rien faire d'autre ça, qui est vraiment absolument incroyable. Si vous regardez par exemple l'oreille des chiens, on voit que la physique est même correcte, on voit que l'oreille a de l'inertie, on voit que la neige est traitée de manière correcte. Donc on se rend compte que ce modèle a compris de la physique. Comment, on ne sait pas vraiment, mais elle est capable de le retranscrire.
Un autre exemple ici où on demande de faire un portrait rapproché d'un homme avec une approche cinématographique de 35 mm à Paris. Et voilà ce qui sort. À nouveau, cet homme n'existe pas, tout est généré par l'intelligence artificielle. Vous voyez par exemple le reflet ici dans les lunettes qui est géré de manière parfaite, le fond qui est flouté. Donc on se rend compte qu'il y a maintenant une capacité à générer des séquences d'images, parce qu'une vidéo c'est vraiment ça, c'est des séquences d'images cohérentes les unes derrière les autres. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que ça pourrait avoir un intérêt en oncologie ? Bien, des séquences d'images cohérentes, on en regarde tous les jours, hein, ça s'appelle des scanners, des PET scanners ou des IRM, et on pense que les technologies de réseaux de neurones qui sont derrière cette nouvelle révolution pourraient nous être utiles pour aller mieux comprendre l'information dans nos scanners et peut-être aller vers une prise en charge de précision. Alors, évidemment, il faut faire très attention. Hein. On ne va pas parler des défis de l'intelligence artificielle globale, qui est vraiment un autre problème. Ici, on parle vraiment d'intelligence vraiment localisée sur des questions précises. Mais même dans ce registre, on a des limitations qui sont absolument claires. Un des risques, par exemple, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Vous voyez ici qu'on a deux groupes de points, vert et rouge, et puis on veut trouver une droite qui les sépare de manière idéale. Si notre système est trop capable d'apprendre des données, ben, il risque de nous faire une ligne qui oscille entre tous les points et qui en fait perd sa généralité. Si on utilise ce modèle sur un autre set de données, eh bien, on va probablement avoir une performance qui est assez mauvaise. Il y a un autre risque, et ça c'est un exemple assez intéressant qui date de la Deuxième Guerre mondiale, où les Alliés voyaient revenir les bombardiers avec des impacts de balles à différents endroits, et ils étaient en train d'analyser ça, et ils se sont dit « Ah, on va maintenant blinder nos porte-avions aux endroits indiqués ici avec les petits rectangles bleus que j'ai mis en surajout ». Et en fait, heureusement que dans l'équipe, il y avait peut-être un des premiers data scientists qui a dit « Non, attention, il y a un biais ici, et le biais, il est évident, c'est que tous les impacts qui sont arrivés soit sur le cockpit, soit sur les moteurs, eh bien, ont amené au fait que l'avion n'est pas revenu. Et donc, en fait, on a un biais fondamental avant même de commencer à travailler sur les données. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir des sets de données qui, pour des raisons, alors ça, c'est ce qu'on appelle le biais de survie, mais pour toutes sortes d'autres raisons, vont nous amener dans une mauvaise voie. Et en oncologie, c'est le cas. On a souvent affaire à des analyses en cellules uniques. Et si le dispositif expérimental qui nous permet de faire ces mesures, par exemple, élimine systématiquement un type de cellule parce que la température est trop élevée ou l'oxygène est trop haute, eh bien à ce moment-là, on risque de perdre une partie de l'équation et puis avoir une vision de la biologie de cette tumeur qui n'est pas réaliste. Donc tous ces biais, il faut en tenir compte, il faut les intégrer dans notre manière de réfléchir, mais on a maintenant des bonnes techniques pour essayer de faire ça. Alors, quelles sont les données concrètement maintenant qu'on exploite en oncologie ? Alors, on a différents groupes de données, les données cliniques, on a des données qui sont remontées directement par les patients au travers de smartphones, on a des applications qu'on peut donner aux patients, on a ces données moléculaires dont je vous ai parlé, et puis ces images qui deviennent une des sources de données les plus riches dont on dispose. Le premier point compliqué, c'est d'intégrer toutes ces données, d'avoir un référentiel pour savoir si une observation est normale, attendue ou pas, quel est l'impact d'une de ces mesures par rapport aux autres. Finalement, amener toutes ces données dans un tumor board moléculaire où toutes sortes d'experts vont réfléchir à comment exploiter ces données pour traiter le patient et puis faire une proposition de traitement au patient. Et on voit bien que tout ce chemin est extrêmement compliqué, nécessite beaucoup d'intervenants, de coordination. Et une fois qu'on a fait ce traitement, il faut bien sûr ramener l'information du succès ou non du traitement dans l'ensemble des données de départ. C'est extrêmement important parce que ça permet de faire ce qu'on appelle du reinforcement learning, où chaque nouvelle donnée va permettre au dataset de s'améliorer et aux prédictions d'être de plus en plus performantes. Alors, j'aimerais commencer par un exemple très concret et très simple, l'analyse des scanners. On a de nombreux scanners qui sont générés tous les jours au HUG et on aimerait savoir de manière binaire, est-ce que le patient bénéficie du traitement, oui ou non.
évidemment qu'on peut lire le scanner, mais si on veut faire de l'intelligence artificielle, travailler avec des grands nombres, on aimerait pouvoir classer le patient entre répondeur et non-répondeur sur 350 000 scanners. Et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à la conclusion du rapport de radiologie et on a utilisé un réseau de neurones qu'on a développé nous-mêmes. C'est une sorte de mini ChatGPT, mais qui est vraiment mini. On a peut-être 100 000 paramètres, on est très très loin des 173 milliards. Et puis on a appris à ce réseau de neurones, en lisant le texte, à classer la maladie entre progression et non-progression. Question extrêmement simple. Donc pour entraîner, on a utilisé à peu près 3000 scanners qu'on avait annotés, on avait pu dire voilà, le patient répond, ne répond pas. Et puis on a eu un ensemble de validation de 1000 scanners. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, le modèle arrive à une performance de l'ordre de 90%. Donc 9 fois sur 10, il donne la bonne réponse. Et puis après, on sature. Et là, vous voyez que dans le set d'entraînement, la courbe en bleu, on continue à apprendre. Et ça, c'est justement du surapprentissage, mais qui ne se traduit pas en un bénéfice dans le set de validation, qui sont des données qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Alors, est-ce que 90% d'accuracy, de précision, c'est quelque chose d'intéressant ou pas? En fait, si on donne un rapport à 100 oncologues, on aura un accord de l'ordre de 90%. Donc on pense que cet outil est utile parce qu'il a à peu près le même comportement que nous-mêmes lorsqu'on lit le rapport. Puis on a encore fait un autre test sur une pathologie qu'on avait exclue du set d'entraînement pour avoir vraiment une vision totalement objective pour des données qui ne sont pas du tout en rapport avec le set d'entraînement. Puis là, on voit qu'on maintient le même type de bénéfice. Alors, fort de ce genre d'outils, on s'est attelé à regarder les données qui sont dans nos hôpitaux et à essayer de les comparer à des essais cliniques. Alors, on voit ici un essai clinique qui a été fait avec une immunothérapie, et ça, c'est la survie, et ça, c'est la progression. Et en fait, on voit que les données dans les hôpitaux nous permettent de retrouver exactement le même type de comportement. Donc ça, c'est très rassurant. Ces analyses larges, big data qu'on peut faire sur les données hospitalières, récapitule formellement les données qu'on a de la littérature. Et ça, c'est bien sûr un prérequis important. On peut ensuite chercher beaucoup plus loin, à amener plus d'informations, parce qu'on a beaucoup d'informations dans les dossiers, et on a pu stratifier les patients en fonction du médicament qu'ils prenaient au moment où ils recevaient l'immunothérapie. Et là, on s'est rendu compte que le fait de prendre des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est des médicaments qu'on a tous pris, l'Ontra ou le Nexium, en fait, les patients vont moins bien sous immunothérapie. On pense qu'on a un mécanisme qui pourrait expliquer cela. Et donc ça, c'est une observation qu'on a faite dans nos données qui sont présentes dans les hôpitaux universitaires. On a ensuite contacté Bristol Myers Squibb, qui est l'industrie pharmaceutique qui avait fait l'étude dont je vous ai parlé, pour voir si on retrouve ce phénomène ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une des études d'immunothérapie dans le mélanome, on voit la même différence, alors que dans une autre étude, il n'y en a aucune. Donc là, on pense qu'il faut vraiment arriver à disséquer quel est le type de patient qui a une différence en fonction de la prise de ce médicament, oui ou non. Alors bien entendu, à l'heure actuelle, on ne va pas déconseiller à la population et aux patients de prendre ce médicament. On doit confirmer ces résultats, mais ça montre que de pouvoir utiliser les données de monde réel nous permet de générer des hypothèses potentiellement intéressantes pour la prise en charge. Pour aller un pas plus loin, on peut maintenant non pas regarder ce qui se passe lorsqu'on traite un patient, mais regarder des séquences de traitement. Et ça, je pense que c'est un domaine dans lequel les hôpitaux universitaires vont pouvoir faire des avancées majeures. L'histoire oncologique d'un patient est une séquence d'événements. On va avoir un traitement, un scanner, un nouveau traitement, il va y avoir des événements intercurrents, et on a une nouvelle technologie en sciences de la donnée qui s'appelle le process mining, qui est vraiment l'analyse des processus auxquels les patients sont confrontés. Et on arrive comme ça à faire des arbres de distribution des différents événements pour un patient. Alors on voit qu'un patient peut avoir une première ligne, ensuite une deuxième ligne ici, une troisième ligne là, ou bien une troisième ligne ici, et ainsi de suite. Et en fait, on peut utiliser ces différentes branches pour projeter des données, comme par exemple la survie ou le bénéfice clinique. Et on voit ici que si on compare la ligne
orange ou la ligne verte, on voit qu'il y a une grande différence de survie. Donc c'est des patterns, des motifs de ce type-là qu'on aimerait découvrir dans nos données pour être sûr, bien sûr, de mettre tous les patients dans la ligne orange et éviter de mettre les patients dans la ligne verte. En tant que clinicien, on réfléchit vraiment à la ligne d'avant, peut-être une ligne de plus, mais on n'a pas la capacité d'intégrer toute l'histoire oncologique d'un patient. Et dans nos données, on voit qu'il y a vraiment des chemins qui vont amener le patient à une rémission beaucoup plus durable que d'autres. Et donc, il faut qu'on arrive à détecter ce genre de situation. Alors là, pour revenir à la question du départ, où je vous disais, est-ce qu'il vaut mieux faire une thérapie ciblée ou une immunothérapie chez notre patient? Eh bien, on a regardé dans nos données, donc on a regardé les patients mélanomes, est-ce qu'il vaut mieux commencer par un traitement ciblé puis une immunothérapie ou l'inverse? Et si on isole ce petit bloc, on trouve en fait des courbes qu'on voit ici où au niveau hospitalier, on a thérapie ciblée, immunothérapie en rouge et l'inverse en noir. Et en fait, un essai clinique est sorti peu de temps après ces analyses qui retrouve exactement le même pattern. On voit qu'au début, les thérapies ciblées font un peu mieux, puis plongent et sont nettement moins bonnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu trouver de ces données et qui nous aide maintenant à dire, voilà, pour ce type de patient, il vaut mieux partir avec une immunothérapie qu'avec une thérapie ciblée en première intention. Alors je vous ai parlé beaucoup des images comme une des sources de données extrêmement importantes. Et j'aimerais vous montrer ce qu'on est en train de pouvoir développer au HUG grâce au service de pathologie, qui est un service extrêmement innovant, qui a toute son infrastructure qui est digitalisée et qui permet maintenant de développer avec eux des programmes d'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de partir des coupes de pathologie que je vous montrais au début et d'avoir de l'intelligence artificielle qui est capable d'isoler la tumeur et puis ensuite d'aller chercher les noyaux de toutes les cellules, de caractériser ces noyaux, de dire voilà, c'est telle ou telle cellule, puis ensuite de calculer des propriétés afin d'avoir un modèle prédictif qui va dire voilà, avec telle architecture tissulaire, eh bien, le patient va répondre oui ou non à tel ou tel traitement. Alors vous me direz, vu qu'on a ces réseaux de neurones extrêmement puissants à l'heure actuelle, est-ce qu'on pourrait entraîner directement sur la coupe complète et puis aller directement à un modèle prédictif? Alors oui, c'est possible, mais là le problème c'est qu'on se heurte à la capacité d'apprentissage de ces réseaux de neurones qui vont lire tout ce qu'on leur donne, notamment, par exemple, les petits autocollants qui sont sur la coupe, et pour peu qu'il y ait un petit biais avec le fait que les patients qui vont moins bien aient une autre couleur, et ainsi de suite, en fait, on va être sujet à énormément de problèmes et de problèmes de transportabilité de notre algorithme. C'est pour ça qu'on a décidé de passer par cette identification du type cellulaire, puis travailler sur des métriques beaucoup plus simples pour associer avec le bénéfice ou non. Alors là, vous voyez l'algorithme qui travaille. Il détecte en vert les lymphocytes et puis en jaune les autres types de cellules. Et puis on voit ici maintenant qu'on arrive à vraiment détecter avec une bonne précision les différents composants de ce tissu. Et maintenant, on peut construire un prédicteur de réponse grâce à ce genre d'approche. Alors l'idée, c'est de se dire plutôt que de regarder l'effet sur la population globale, on aimerait que notre prédicteur soit capable de séparer cette population en des patients qui vont avoir un bénéfice sur le long terme et ceux qui malheureusement n'en auront pas, pour lesquels on ira sur une autre type de thérapie. Et le prédicteur qu'on a trouvé, c'est le suivant, c'est de regarder dans l'ensemble des données que je vous ai montrées tout à l'heure, lorsqu'on est sur un lymphocyte, la densité de cellules non lymphocytes autour de soi. Le lymphocyte, c'est la cellule, le globule blanc qui va attaquer la tumeur. Donc le fait que ce lymphocyte soit au sein de la tumeur, donc entouré d'une grande densité de cellules qui ne sont pas des lymphocytes, est le signe d'un lymphocyte qui est infiltratif et qui est en train d'attaquer la cellule cancéreuse. Et ce signal-là, en fait, stratifie extrêmement bien nos patients. Vous voyez que si on a ce comportement de lymphocyte seul qui est seul dans le tissu, à ce moment-là, on arrive à avoir cette séparation qui est extrêmement impressionnante. Donc ça, c'est un exemple où le machine learning nous aide à prédire quel patient va répondre oui ou non. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer à l'œil. C'est impossible d'arriver à faire cette prédiction sans ces études-là. Alors, comment est-ce que ça peut être utilisé en clinique? Eh bien, lorsqu'on a un patient, on peut calculer son score
est-ce que ces lymphocytes sont isolés dans le tissu tumoral ou pas. Et puis ensuite, si ce profil est bon pour l'immunothérapie, bien évidemment, on va faire cette immunothérapie avec un avantage maintenant, qu'on sait que ce patient est un patient qui a de hautes chances de bénéficier de l'immunothérapie. Si le patient fait une toxicité, s'il y a des problèmes, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir ce traitement d'immunothérapie. Donc, en tant que clinicien, c'est extrêmement utile comme information. Par contre, si le patient n'est pas dans le groupe des patients prédits à haut bénéfice, eh bien on va pouvoir partir sur un autre traitement. Et on va lui éviter de perdre du temps sur un traitement qui ne va pas lui être utile in fine. Et c'est là où ce même patient a peut-être un autre profil avec d'autres cellules qui le rend candidat à avoir un bon bénéfice sur un autre traitement qui serait par exemple la thérapie ciblée. Donc on voit comment cette information va nous permettre vraiment d'entrer dans la clinique, de gérer le patient d'une manière totalement nouvelle et on l'espère avec un bénéfice nettement supérieur. Alors, la science des données nous permet de personnaliser, nous permet d'identifier les bons patients. Ça nous permet aussi de créer des nouveaux agents thérapeutiques. Je vous montre ici juste un exemple d'un travail qu'on a fait avec Michel Coindet et Vincent Zoët et Melita Irving, où on a utilisé ces simulations moléculaires pour designer, pour arriver à créer des récepteurs de ces globules blancs, des lymphocytes, qui sont plus efficaces pour lier, attaquer et détruire le cancer. Et en fait, ces lymphocytes marchaient bien dans notre observation en laboratoire. On n'a pas encore eu le temps, même si certains vont arriver en clinique dans quelques mois ou une année ou deux. Entre-temps, un groupe japonais a repris les séquences qu'on avait publiées et ils ont été plus rapides et ils ont réussi à faire un essai clinique sur ces séquences. On est très heureux parce que ça nous fait une validation et on voit en fait que le taux de réponse est relativement intéressant. On a énormément de patients qui ont présenté des réponses à ces super lymphocytes avec des récepteurs modifiés par simulation moléculaire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on ramène toute cette information pour le patient ? Comment est-ce qu'on orchestre la prise en charge autour de tout ça? Mais ça, c'est le tumor board moléculaire, c'est cette réunion de tous ces spécialistes pour arriver à amener la science de la donnée près du patient. Alors, le tissu est collectionné, on l'analyse et puis on utilise l'intelligence artificielle et ces discussions multidisciplinaires pour faire une proposition de traitement. Ce tumor board, on l'a créé entre Genève et Lausanne il y a de ça 6 ou 7 ans et on a maintenant plus de 3500 patients qui ont été analysés et pour lesquels on a pu faire des propositions thérapeutiques. C'est des propositions qui se font après échec des traitements standards et vous voyez que tous les types de cancers ont été concernés. On voit ici un exemple de succès, un patient, jeune patient qui avait, je crois, 27 ans au moment où il est entré dans le tumor board moléculaire, qui avait un sarcome rare et qui progressait rapidement sous chimiothérapie. On a fait ces analyses larges et puis on a trouvé un gène qui s'appelle le gène PDL1 qui était amplifié. C'est un événement très rare dans ces sarcomes. C'est des sarcomes qui ne répondent pas aux immunothérapies normalement, mais le fait que ce gène PDL1 soit amplifié nous avait pensé que peut-être ce sarcome-là était visible au système immunitaire et qu'il avait eu besoin, d'un point de vue darwiniste, d'exprimer ce PDL1 pour échapper au système immunitaire. D'où l'idée de se dire on va faire une immunothérapie qui bloque ce fameux PD1, PDL1. C'est ce qu'on a fait. Et le patient a fait une réponse quasi complète. À ce jour, il va toujours bien, alors qu'il était en train de progresser sous chimiothérapie avec de grosses toxicités. Donc on voit maintenant que ce genre d'exemple nous motive à essayer d'amener cela au plus large nombre de patients. Et pour ce faire, on a créé ce réseau suisse sous l'égide de l'Association des sciences médicales, SPHN, avec un programme dont le but est vraiment d'analyser le tissu frais, de faire ces fameuses multiomiques, et puis de faire ces multiomiques de la même manière partout en Suisse. Donc on a réussi à normer ce programme dans tous les hôpitaux universitaires, les 5 hôpitaux universitaires, et puis ensuite prendre une décision commune. On est très content parce qu'il y a 10 jours, le premier patient est entré dans ce programme. On va
travaillé avec 300 patients initialement, mais probablement qu'on va même pouvoir étendre ça. Donc on est très heureux et puis on se réjouit de voir les premiers résultats de ce programme. On a donc pu mettre énormément de patients en commun. Je vous montre ici le réseau avec les hôpitaux universitaires et les structures non universitaires qu'on voit ici. Alors pour conclure maintenant, j'aimerais juste vous montrer quelques exemples de projets qu'on est en train de mettre sur pied pour passer vraiment de la donnée à la décision thérapeutique pratiquement en temps réel, ce serait un des objectifs. Et l'idée est la suivante. Lorsqu'on a un patient qui se présente au tumor board moléculaire, on va faire toutes les omics, on va regarder les images, on va faire la pathologie digitale. Et puis ensuite, ce patient, on va l'utiliser, enfin ces données, on va l'utiliser pour aller chercher dans cette grande base de données qu'on est en train de constituer avec en gros tous les patients d'oncologie des HUG. Et on va chercher en orange ici les patients qui ressemblent à notre patient et qui ont eu un traitement A. Dans le même temps, on va faire le même exercice avec des patients qui ressemblent à notre patient mais qui ont eu un traitement B. Ressembler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être quelque chose de complexe, une métrique variable, où on mettra peut-être plus de poids sur la génomique, plus de poids sur la transcriptomique, plus de poids sur la pathodigitale en fonction de la question. Mais l'intérêt, c'est qu'on crée une sorte d'essai clinique virtuel à la carte pour ce patient. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces données de monde réel pour réellement créer une étude clinique pour le patient, probablement des données qu'on n'aurait jamais par des études prospectives de phase 3 parce qu'il faut que ça prenne toutes ces données moléculaires en compte. Et de ce fait, on va obtenir une réponse, on l'espère, de ce type-là, où voilà, le traitement B a l'air de faire nettement mieux que le traitement A pour un patient avec ce profil, ramener cette information au tumor board moléculaire pour ensuite traiter le patient. Alors, pour soutenir cet effort, il est nécessaire d'avoir cette grande base de données, et ça, c'est un travail énorme qu'on est en train de mettre sur pied avec énormément de partenaires, la pathologie des HUG, le CRTEH et Michael Pittet, avec qui on travaille sans relâche pour créer cette base de données, pour créer les interactions, d'une part en stockant les échantillons dans une base physique, mais aussi en ayant un miroir, une base de données digitale qui nous permet d'interroger le dataset continuellement pour le tumor board moléculaire, comme je viens de vous le montrer, mais aussi pour de la recherche. On pense que cette base de données va être un moteur fantastique pour la recherche en oncologie. Et avec Michael et le CRTOH, c'est évident que ça va donner des résultats fantastiques. Et j'ai mis ici une IGE. Je pense qu'ici, il y a une vraie opportunité à pouvoir donner l'accès, bien sûr de manière totalement sécurisée, à cette biobanque digitale pour des groupes qui seraient intéressés à utiliser une méthode innovante ou à essayer de voir si tel ou tel concept s'applique. Pour terminer, je vous parle juste de quelques points importants au niveau de l'arc lémanique, qui est une ressource fantastique en oncologie. Le projet Agora, qui n'est plus un projet, qui est maintenant une réalité, qui est un bâtiment magnifique, est magnifique parce qu'il a réussi à mettre sous le même toit plusieurs institutions, l'École polytechnique fédérale, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne, les hôpitaux universitaires, et on a plusieurs groupes, le groupe de Michael Pittet, de Denis Migliorini qui est ici, qui travaillent à Agora notamment, et qui permettent d'augmenter la masse critique et puis de faire en sorte qu'il y ait des projets lémaniques qui puissent voir le jour. Et je ne peux pas terminer sans parler d'un projet lémanique qui me tient particulièrement à cœur. Nous venons de signer, avec monsieur le recteur et monsieur le doyen, un accord cadre extrêmement ambitieux pour un partenariat entre l'UNIGE, les HUG et l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour la gestion de ces données, le data science et le futur de ce que l'intelligence artificielle pourra faire sur les données des patients genevois. Donc en conclusion, je pense qu'on a réussi à passer une barre importante en oncologie avec pour la première fois des guérisons, des bénéfices sur le long terme. Il faut qu'on monte cette barre, il faut qu'on arrive à 80, 90, 100% de guérison, on n'y est pas, mais clairement la personnalisation, l'oncologie de précision est une manière d'y arriver et je suis convaincu que Genève, les HUG et l'Université de Genève sont extrêmement bien positionnés pour être un leader mondial dans cette transition.
Voilà un nombre de personnes incroyables à remercier qui sont toutes impliquées de manière phénoménale dans ces projets que je n'ai pas le temps de citer. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci. Tout ça est incroyablement stupéfiant et d'autant plus stupéfiant que vous les présentez de façon aussi limpide. On a l'impression voilà, d'être très intelligent quand on vous écoute. J'ai la chance de pouvoir animer une petite discussion entre nous avant de passer la parole à la salle, puisque l'idée c'est qu'il y a un dialogue entre vous et les personnes qui sont présentes. Merci d'être là ce soir. J'ai une première petite question. Peut-être est-ce que la classification actuelle des cancers par organe, c'est-à-dire par l'anatomie, cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate, est-ce qu'elle est encore adéquate, cette classification? Est-ce qu'on ne va pas dire ouf, je souffre d'une mutation GFR ou un cancer par fusion du gène M-TRAC, par exemple, plutôt que dire j'ai un cancer du poumon? Je vois que vous avez déjà bien retenu les petits noms cryptiques. Non, c'est une excellente question. Je pense qu'on est dans une situation où, quand l'oncologie de précision a débuté, on pensait qu'on allait réécrire complètement le livre de l'oncologie. En fait, on n'y croyait déjà pas trop à l'époque. Mais on s'est rendu compte que, évidemment, la classification par organe n'est pas là pour rien. Et une mutation NTRAC, BRAF ou autre, dans un cancer du poumon, dans un cancer de la peau, dans différents types de circonstances, n'est pas la même chose. Donc malheureusement, on va aller vers une complexité croissante parce qu'il va falloir faire de l'oncologie de précision dans chaque type de cancer. Et c'est probablement vers ça qu'on se dirige. Après, il y aura peut-être une phase de grande complexité, mais qui va peut-être amener des règles plus simples. Et peut-être que dans quelques années, paradoxalement, on aura des règles qui nous permettent de regrouper les cancers avec un algorithme de traitement qui sera peut-être pas aussi compliqué que ce qu'on imagine maintenant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette classification par organe, est-ce qu'elle retarde certaines recherches ou certaines mises sur le marché de médicaments parce qu'ils ont été autorisés pour un organe précis et qu'on ne peut pas l'utiliser dans un cancer d'un autre organe, mais qui aurait les mêmes mutations? Ouais. Alors, c'est clair que ça, c'est un souci. Hein. On a des thérapies qui marchent extrêmement bien pour une mutation dans un cancer donné. Et puis, on aimerait tout de suite l'utiliser dans un autre type de cancer. Alors, à ce niveau-là, la Suisse est extrêmement bien dotée parce qu'on a un texte de loi qui s'appelle l'article 71. Et cet article, en fait, dit que si on a une preuve scientifique, enfin, on peut suspecter un bénéfice clinique pour un patient qui n'a pas d'autre alternative, il faut que l'assurance et la boîte pharmaceutique qui fait le composé s'accordent sur un prix, mais permettent aux patients d'avoir accès aux médicaments. Donc ça nous permet d'anticiper un peu le passage des molécules dans différents types de scénarios. Mais c'est vrai qu'à chaque nouveau passage, il faut refaire une étude clinique. Et c'est vrai que ça, c'est un temps assez important. Donc ça, c'est aussi un des avantages d'avoir cette précision, ça nous permet peut-être d'anticiper certains de ces passages. Et est-ce que cette approche moléculaire, elle va aussi déployer des effets dans la prévention des cancers? Alors oui, absolument. C'est vrai qu'on s'attaque beaucoup au cancer métastatique parce que c'est là qu'on peut vraiment observer l'effet et puis être sûr que ce qu'on développe vraiment va dans la bonne direction. Après, une fois qu'on commence à emmagasiner suffisamment de données, on peut tout à fait imaginer commencer à agir le plus tôt possible et peut-être même avant l'apparition d'un cancer. Le problème, c'est un problème méthodologique qui fait que c'est des études qui sont extrêmement compliquées à faire, qui prennent énormément de temps. Des études de prévention vont prendre 10, 15, 20 ans. Donc pour l'instant, on n'a encore pas assez d'informations de sécurité sur certains de ces stratégies pour les amener dans le préventif, mais pourquoi pas à terme, oui. Et puis, par rapport au traitement, on sait qu'il coûte de plus en plus cher, que ça
c'est un danger pour la solidarité dans le domaine de la santé. Est-ce que cette approche-là, elle va permettre de faire travailler des bioinformaticiens et des biologistes chez nous? Vous avez parlé des Japonais qui avaient mis au point ce traitement. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'affranchir un peu des big pharma et de cette surenchère du prix des médicaments et relocaliser un peu les traitements? Oui, alors je crois que personne ne peut vraiment prédire l'impact de l'oncologie de précision sur les coûts. C'est clair que l'analytique, ces gigabytes de données coûtent un certain prix. Pour un patient, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 francs, c'est des sommes importantes. Mais quand on sait ce que coûtent les traitements, en fait, c'est extrêmement peu. Les traitements sont 10 à 20 fois plus chers. Or, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans les analyses qu'on fait, on trouve aussi des gènes, des cellules qui nous disent « ce traitement-là ne va pas marcher ». Donc, on peut aussi arriver à certains traitements qui ne seront pas donnés parce qu'on a la certitude qu'ils ne marcheront pas. Et ça va faire des économies de coûts. Comme les médicaments coûtent beaucoup plus cher que l'analytique, il suffit peut-être d'épargner 5 à 10% des traitements pour finalement avoir une équation qui est nettement en faveur de programmes de ce type-là. Donc je pense qu'on n'a encore pas la réponse, mais ce n'est pas forcément une augmentation des coûts, mais plutôt une meilleure rationalisation de l'assignement de patients dans les traitements. Ça vous est déjà arrivé d'être en face d'un patient à qui vous avez dû dire on a la quasi-certitude qu'aucun traitement ne fonctionnera et pour vous il vaut mieux ne rien faire du tout? Oui, c'est des situations qu'on n'aime vraiment pas. Et en fait, on ne fait jamais rien parce que même accompagner le patient sans traitement, c'est vraiment quelque chose où... Mais je pensais plutôt à un traitement qui péjorerait son état sans aucun espoir de... Non, absolument. Et ça, je pense que ça fait partie du courage qu'il faut avoir comme clinicien. Si on sait pertinemment qu'un traitement ne va pas être efficace, il faut bien sûr le dire au patient. Ça n'a aucun sens d'exposer un patient à des toxicités si on sait que les chances de bénéfice sont nulles. Et l'idée maintenant, c'est vraiment d'arriver à quantifier ça. Et on a tous les jours des patients à qui, soit en début de prise en charge, c'est quand même rare, mais après échec de quelques lignes, où on est obligé de dire qu'on n'a plus rien de raisonnable à proposer. Et ça, c'est des situations extrêmement difficiles. Mais vous, dans votre carrière, votre spécialité, vous avez choisi un cancer pour lequel il n'y avait pas de traitement quand vous avez commencé, le mélanome, et aujourd'hui vous êtes à 50%. C'est vrai que voilà, pour un professionnel de la santé, c'est extraordinaire. C'est absolument incroyable. Ça a changé complètement notre manière d'aborder la thérapie. Je me faisais la réflexion quand on entre maintenant dans un box pour voir un nouveau patient. On entre en se disant « Ok, je dois guérir ce patient ». Alors, malheureusement, on n'y arrive qu'à 50% des cas, mais le mindset, la manière dont on aborde le problème est complètement différent. Le risque-bénéfice est complètement différent parce qu'on joue une guérison. Donc, on doit forcément maintenant réfléchir différemment à la manière dont on prend en charge les patients. C'est extraordinaire d'en être arrivé là. C'est malheureusement pas le cas dans beaucoup de cancers. Les immunothérapies marchent très bien dans le mélanome, bien dans le poumon, bien dans d'autres types de cancers, mais malheureusement, c'est pas encore la panacée dans bien des situations. Merci. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main. Il y a 4 étudiants qui ont des micros à chaque bout de la salle. Et comme cette conférence est enregistrée, il faudrait vraiment que vous attendiez d'avoir le micro pour poser la question. Alors, je vous laisse apporter le micro là. Allez-y, avec le micro bien proche. C'est bon ? Ok. Merci, c'était hyper intéressant. Je me demande juste, vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que la radiothérapie a une place aussi dans cette médecine personnalisée et est-ce que vous travaillez dessus aussi actuellement ? C'est une excellente question, absolument. On est en train d'intégrer la radiothérapie dans le tumor board moléculaire avec la professeure Tsutsu, qui est la chef du service de radiothérapie, parce que la radiothérapie est en fait incroyablement intéressante pour l'immunothérapie. On sait que la radiothérapie peut faire des immunomodulations et on est en train de réfléchir avec Paola Tsutsu à des programmes où on pourrait utiliser la radiothérapie localement sur certaines métastases, mais pas toutes, pour essayer de faciliter la reprogrammation du système immunitaire. Donc oui, absolument, c'est un excellent point. Merci pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, je
Oui, je vois une main levée là. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je voulais savoir au niveau du développement des réseaux neuronaux, vous nous avez présenté le vôtre, que vous avez développé avec un collègue, et je voulais savoir au niveau mondial, est-ce qu'il y a une collaboration, parce qu'on sait par exemple qu'au niveau privé, comme ChatGPT et les autres entreprises, c'est un peu une course à qui fera le meilleur modèle, et je voulais savoir au niveau de la médecine, est-ce que les modèles sont... Est-ce que tout le monde se met ensemble avec des modèles open source pour créer le meilleur modèle, ou c'est un peu la course par pays ou par... Ouais, non, c'est une excellente question. Hein. OpenAI n'est plus du tout open, hein, et ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Alors, je dirais en médecine, en sciences de la donnée, pour l'oncologie, la plupart des codes sont totalement libres d'accès, ils sont GPL. On a notamment, par exemple, pour la pathologie digitale, des algorithmes pour détecter les noyaux qui sont complètement disponibles. D'ailleurs, notre équipe, Petros et différentes personnes ont optimisé ce code, donc il y a vraiment moyen d'avoir accès. On remet ensuite nos codes en accès libre. Donc je pense qu'il y a vraiment deux types d'approches. Ça dépend aussi bien sûr des intérêts. Est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est un institut? Donc là, on voit un peu de tout, mais clairement, ce qui est fait dans l'académique est, je dirais, massivement partagé. Oui. Mais les outils que vous utilisez sont détenus par le big data. Alors non, là, les outils qui sont utilisés, c'est des librairies qui sont open source, puis après on a écrit du code nous-mêmes, qu'en général on remet dans la communauté. Donc là, il y a vraiment tout un écosystème qui est parfaitement accessible et partageable. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une là, merci. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voulais avoir un côté pratique. Quel est le pourcentage de patients que vous pouvez prendre dans vos études et comment sont-ils sélectionnés? Oui, merci, c'est une très bonne question. Alors, ça dépend des études. Hein. On a, par exemple, des études d'oncologie médicale qui sont faites dès le début de la prise en charge, hein, parce qu'on doit de temps en temps essayer d'aller contre les standards établis, essayer d'avoir des nouvelles thérapies. Donc là, il y a des études qui sont faites. Pour ce qui est du tumor board moléculaire qui vient à la fin, à l'échec des traitements standards, en fait, c'est le médecin qui estime que voilà, la situation bénéficierait d'une approche plus large. Et donc, c'est le médecin en charge, l'oncologue en charge, qui va prendre la décision de présenter le patient au tumor board moléculaire. Donc, on a vu des chiffres de l'ordre de 3500, 4000 patients sur l'arc lémanique. Donc, clairement, on voit que c'est un gros volume. En fait, probablement qu'on pourrait faire plus si on avait plus de ressources. On est pour l'instant un peu à flux tendu parce que le volume est vraiment le maximum qu'on arrive à gérer. Mais c'est clair que là, c'est totalement ouvert. Et une chose qui est importante que je voulais mentionner, c'est que c'est des programmes qui sont développés avec la stricte condition qu'il n'y a aucune participation du patient. Donc tout est fait soit sur des fonds académiques, soit sur les remboursements standards, mais on n'a en aucun cas le patient qui doit contribuer à quoi que ce soit pour ces programmes. Ça, c'est vraiment une règle absolue qu'on s'est fixée pour des questions, des raisons totalement évidentes. Merci à vous. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Vous nous avez expliqué l'importance de la taille de la base de données et je me demandais justement quelle était l'influence de cette taille au HUG pour pouvoir entraîner l'intelligence artificielle. Est-ce que vous mobilisez des données synthétiques et si oui, quels sont les biais? Et qu'est-ce que vous pensez aussi du projet de la Confédération DigiSanté qui aurait pour projet de mettre en réseau différentes institutions, des patients, pour pouvoir justement exploiter au mieux ces données. Et des biobanques aussi. Et des biobanques. Oui, c'est une excellente question. Alors, pour ce qui est de la mise en réseau, le programme SPHN, Swiss Personalized Health Network, a démarré il y a 5 ans.
on a répondu à l'appel à projet et donc on a lancé ce programme suisse Personalized Oncology dans lequel on a normé les données et puis on est capable maintenant d'extraire des données sur tout le territoire suisse. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que si on découvre quelque chose d'intéressant sur les données d'un hôpital universitaire, on peut très facilement obtenir des données similaires sur le reste du territoire pour infirmer ou valider l'hypothèse. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Clairement, la taille de l'échantillon qu'il nous faut pour répondre à une question, c'est extrêmement difficile de le savoir. Ça dépend beaucoup du rapport signal-bruit. Hein. Est-ce que le signal qui corrèle avec le devenir du patient est fort ou pas? Donc, on est obligé d'être assez mobile. Et c'est pour ça que quand je vous montrais ce projet, on va aller rechercher des patients similaires dans notre base de données. Le critère de similarité va être important parce que plus on veut des patients qui sont ressemblants, moins on va en avoir. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire qu'ils soient ressemblants sur tous les paramètres et peut-être qu'une certaine variabilité est possible pour un des paramètres. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir explorer. Comment est-ce que dynamiquement, on peut définir la métrique d'équivalence entre deux patients pour pouvoir aller sélectionner les cohortes qui sont relevantes pour répondre à la question clinique. Donc ça, on n'a encore pas la réponse à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les bases de données dont on dispose au HUG sont excellentes. Il y a une tradition d'informatique médicale incroyable à Genève et puis on en bénéficie grandement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des dossiers de haute qualité et puis un nombre de patients qui est parmi les plus grandes Suisses. Donc là, on part avec une bonne situation de départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là. Merci pour cette belle présentation. Pour le process mining, est-ce que vous êtes capable de mobiliser des données de l'ère pré-digitale? Parce que la digitalisation des dossiers médicaux est relativement récente, mais les hôpitaux universitaires devraient avoir un stock de données très important dans des dossiers papier qui peut-être peuvent être exploités pour ça. Est-ce que vous avez des moyens de digitaliser ça? Oui, absolument. Alors, on a souvent évoqué le terme OCR, hein, donc on a absolument l'idée d'exploiter aussi ce qui est sous forme papier. Alors, au HUG, typiquement, la digitalisation a été débutée il y a très longtemps. Donc en fait, probablement tous les patients qui sont relevants, parce que les thérapies évoluent rapidement, c'est pas forcément utile de retourner 30 ans en arrière. Mais je pense que au HUG, on va pas avoir besoin d'exploiter de l'information autre que digitale. Mais par contre, la manière dont l'information était codée était ce qu'on faisait à l'époque. Donc c'est pour ça que maintenant, on pense que les Large Language Models, par exemple, vont nous aider à extraire une information structurée de ces patients qui ne sont pas à la norme actuelle. Là, j'aimerais saluer le travail de Petros Santoulis, qui est ici, qui a reconfiguré l'interface du dossier patient informatisé de telle manière à ce qu'il génère toutes les informations importante pour ce genre d'analyse, notamment pour le partage en Suisse. Donc là, à l'heure actuelle, on a un dossier patient qui est une vraie Ferrari à Genève. Donc on est vraiment tranquille pour les années à venir, mais c'est vrai que suivant où on remonte, il faut un peu plus d'énergie pour arriver à extraire de l'information qui soit utile. Une autre question, là-haut. Bonsoir, merci beaucoup encore pour cette présentation. Moi, je voulais rebondir sur un point que vous avez abordé vers la fin de votre présentation, justement, et ça touchait justement la simulation. Vous avez parlé de pouvoir justement simuler certaines interactions entre différentes molécules au niveau moléculaire, et je me demandais, un peu comme ce qui s'est passé avec certains grands modèles de langage, qui ont permis au début de faire des images et par la suite, quand on a scale-up justement, de générer par exemple des vidéos. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui aurait énormément de potentiel dans tout ça? Par exemple, imaginons dans un futur, pour l'instant ça me paraît impossible, mais dans un futur peut-être pas si lointain, de réussir à simuler une cellule entière et peut-être de pouvoir justement lier de nouveau beaucoup plus précisément et faire de la médecine personnalisée?
Non, alors je pense que c'est un très bon point, hein, et c'est des choses qui commencent à être faites. Alors, pas forcément en simulation atomistique, hein, parce que c'est ce que je vous montrais là, mais ce qu'on fait de plus en plus, c'est des simulations multiscale, où il y a une partie qui est atomique, et puis après des parties qui sont gérées par d'autres types d'équations, typiquement des équations de diffusion au sein de la cellule. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir essayer de répliquer la manière dont fonctionne une cellule. Le problème aussi, c'est l'échelle de temps biologique. Les simulations qu'on a utilisées là, c'est des simulations peut-être de la nanoseconde. Or, les échelles de temps biologique, c'est peut-être la minute. Et donc, clairement, on a un gap ici aussi qui est énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des choses qui nous permettent de gérer ce gap. C'est probablement pas en faisant de manière force brute des simulations atomistiques de toute une cellule, mais c'est en ayant des composantes de la simulation qui sont au niveau atomique et d'autres qui sont à un niveau plus élevé pour arriver à avoir un tout cohérent. Mais c'est des travaux qui sont en cours, donc c'est tout à fait envisageable. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a encore une autre question? Bonsoir, professeur. Vous n'avez pas évoqué l'ARN messager alors que les acteurs du secteur font grand cas de l'aide de l'intelligence artificielle dans les développements qu'ils peuvent envisager aujourd'hui. Oui, excellente question. Surtout qu'on va ouvrir une étude avec l'ARN messager dans le mélanome dans quelques semaines à Genève. C'est une étude qui est basée sur les mutations. Donc en fait, on séquence la tumeur, on trouve les mutations, et puis ensuite on code ça dans un ARN qui va être utilisé pour vacciner le patient. Et ça, combiné aux immunothérapies dont je vous parlais, semble donner des résultats extraordinaires avec une diminution par 2 du risque de récidive. Ça reste des choses à confirmer parce que c'était des données préliminaires, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Donc oui, absolument, hein, c'est des choses qu'on suit. On est en train d'ailleurs de discuter des possibilités de développer certains programmes ARN sur site genevois. Donc non, absolument, on suit ça de près. C'est une petite révolution en immunothérapie parce qu'on n'a jamais réussi à avoir des vaccins suffisamment puissants pour tester l'idée de vaccination contre les mutations. Et maintenant qu'on a ces vecteurs ARN qui ont montré leur force dans le Covid, on a les vecteurs qui nous permettent de stimuler le système immunitaire, et on pense que ça va être un des acteurs majeurs de l'immunothérapie de demain. Et ça sera plus efficace contre les phénomènes d'échappement ? Alors oui, c'est justement la beauté de ça, c'est qu'actuellement ces vecteurs arrivent à coder jusqu'à 34 mutations, peut-être on espère plus dans un certain temps, mais rien que ça donne une certaine redondance. C'est difficile pour une tumeur de perdre 34 mutations d'un coup, donc ça c'est aussi une manière d'assurer que le bénéfice va être le plus durable possible, absolument. Il y a monsieur qui a levé la main là. Je vais peut-être venir avec mon micro, ce sera plus simple. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas une question, j'ai un commentaire et j'aimerais rendre hommage au corps médical suisse. Je suis sous traitement pour un médium multiple et donc on a toujours ce débat dans l'augmentation de primes d'assurance, mais quand on est malade, on est quand même très content d'avoir le système médical suisse et d'être suivi, comme on dit suivi. Moi, j'ai été suivi par le CHUV de Lausanne. Et donc, merci pour ces recherches et merci pour le monde médical d'être soigné comme nous le sommes. Eh bien, merci parce que vous nous donnez l'occasion de conclure et de conclure avec la parole d'un patient et une parole aussi positive. Ça fait plaisir. Merci pour vos questions impressionnantes de qualité et le haut niveau de cette discussion. Merci à Olivier Michelin, à vous tous et bonne soirée. Merci. Merci à Olivier Michelin. Merci à Isabelle Mancada pour cette modération. Merci à vous toutes et à tous et à vous toutes de nous suivre. C'est très important que vous puissiez continuer à le faire. Je crois que derrière moi va s'afficher un certain nombre de manifestations qui ont lieu ces prochains jours déjà, avec la semaine de la durabilité du 11 au 16
mars, avec la Semaine du cerveau, du 11 au 25. Donc, continuez à nous suivre. C'est évidemment extrêmement important que vous puissiez être avec nous. Ça donne le sens à nos manifestations, à nos conférences. Et j'aimerais aussi dire que si cette conférence a eu cet impact, Olivier, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont compris l'importance de la collaboration lémanique. Et on a une magnifique fondation qui a effectivement été à la base, l'ISREC, de ce projet de l'Agora, qui a permis effectivement de pouvoir faire ensemble une collaboration lémanique qui nous donne ces résultats qu'on observe aujourd'hui. La science ouverte, toute une série de choses, et je crois que, Olivier, tu l'as aussi mentionné, les collaborations qui ont lieu à l'Université de Genève, avec aussi l'Université de Lausanne, les PFL. Et je crois que c'est extrêmement important de dire que cette collaboration rend ces avancées scientifiques possibles. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Et si je peux rajouter, merci à Yves Flukiger parce que c'est sa dernière rentrée et aux 4 étudiants aussi, à Mathias à la technique et au caméraman pour tout le boulot de vous.